Si vous nous rejoignez sur France Info, on s'arrête à présent sur l'affaire Jean Imbert. Le chef étoilé s'est mis en retrait hier de ses établissements. Il est visé par une enquête pour violence conjugale. Alors comment cette décision est-elle perçue? Que dit-elle aussi sur le recul de l'impunité, mais également sur la présomption d'innocence? On va en débattre avec nos invités qui sont sur ce plateau et que je vous présente. On est avec Delphine Meillet. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Paris. Vous avez notamment représenté le cinéaste Roman Polanski. On est également avec Fatima et Zahra Ben Omar. Bienvenue également à vous, militante féministe et présidente de l'association Coude à Coude. Et on est accompagnée de Noémie Schulz, que vous connaissez, notre journaliste spécialiste des questions de police et de justice. Bonjour Noémie. Bonjour Lucie. Avant de vous entendre, mesdames, si vous le voulez bien, on va se remettre en tête cette affaire Jean Imbert. De quoi s'agit-il exactement? C'est Marie-Camille Chauvet qui nous explique. Jean Imbert se retire des établissements qu'il dirige. Au Fourneau, le travail du chef étoilé est reconnu, médiatisé. Passé par Top Chef, il gère plusieurs restaurants, dont le très célèbre Plaza Athénée. Dans la vie intime, il est décrit par plusieurs ex-compagnes comme un homme violent. Une enquête vient d'être ouverte et Jean Imbert n'a pas tardé à réagir. Je travaille avec plus de 1000 personnes. C'est pour eux, par respect, que j'ai pris la décision de me mettre en retrait de mes établissements, le temps que la justice fasse son travail. Le parquet de Versailles s'est saisi de l'affaire. Une plainte avait été déposée lundi par Lila Salé. Cette ancienne actrice avait eu une histoire avec le chef cuisinier. Aujourd'hui, elle dénonce sur Instagram une emprise psychologique, des violences physiques et dit avoir été séquestrée. Il me frappait. Alors, je vous dis pas qu'il me mettait les poings, d'accord, parce qu'il était encore un petit peu sur la réserve là-dessus, mais il était d'une violence absolue dans ses mots, dans sa manière de me maîtriser, dans sa manière de m'exclure de ma propre famille. Je n'avais plus le droit de rien. Par l'intermédiaire de ses avocates, Jean Imbert nie les faits. Il conteste toute séquestration et il conteste fermement, vigoureusement avoir exercé la moindre violence sur Lila Salé. Mais Lila Salé n'est pas la seule femme à parler de violence. Radiographie à l'appui, l'ancienne Miss France Alexandra Rosenfeld accuse le chef de lui avoir fracturé le nez pendant leur relation. Jean Imbert avoue, mais nie tout caractère intentionnel. Deux autres ex-compagnes dénonçaient en avril dernier son comportement dans la presse. Allez, on évoque cette affaire avec nos invités Fatima et Zahra Ben Omar, la mise en retrait de Jean Imbert, qu'il a annoncé lui-même sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'elle est justifiée pour vous? Est-ce que c'est une bonne chose? Je trouve que c'est une bonne chose dans le sens où c'est vrai qu'en général, quand on a des cas comme ça avec des hommes qui sont accusés par plusieurs femmes, il faut limite qu'il y ait une mobilisation des médias d'investigation, notamment comme Élise Lucet par rapport à l'affaire Hulot, comme Mediapart par rapport à l'affaire PPDA, pour qu'il y ait à un moment une mise en branle dans la société pour prendre en compte ces cas. Là, la justice a décidé d'elle-même d'ouvrir l'enquête, même si les faits sont prescrits par rapport à Lila Salé. Lui, il se met en retrait, je pense que même par rapport à ses sponsors et par tous les systèmes de production qu'il y a autour de lui, eux-mêmes, je pense, prennent en compte qu'il y a quelque chose de sérieux. Quand on est à 4 témoignages de violences extrêmement graves, avec séquestration, violence psychologique, nez cassé, alcool jeté au visage, etc., donc c'est très bien qu'il y ait cette enquête qui soit menée, même si elle ne mène pas à la condamnation pour l'affaire Lila Salé, mais on voit qu'il y a encore cette mécanique qui va se mettre en place, c'est-à-dire d'anciennes potentielles victimes, en tout cas plaignantes, qui vont parler. Là, on a déjà vu que pour le cas d'Alexandra, au début c'était anonyme. Et quelques mois plus tard, elle décide de parler à visage découvert. On voit bien qu'il y a un espèce de délai de l'anxiété. Au début, on a peur des représailles. Et puis, petit à petit, reconnues par d'autres ex, elles vont peut-être former, comme il y a eu avec l'affaire PPDA, etc., un collectif qui va d'autant plus nourrir l'enquête. Ce qui est intéressant, c'est effectivement la chronologie dans cette affaire. Tout part d'une enquête du magazine Elle, en avril dernier, qui recueille les témoignages de 4 anciennes compagnes. 2 témoignages sont anonymes et 2 sont à visage découvert, notamment Lila Salé. Ce qui s'est passé cet été, c'est qu'Alexandra Rosenfeld a décidé de faire savoir, elle aussi via un post sur les réseaux sociaux, qu'elle était une de ces femmes qui témoignait, la fameuse Éléonore dans l'article. Et elle dit « J'ai décidé de ne plus me taire, de parler ». Et Lila Salé elle-même dit que c'est parce qu'Alexandra Rosenfeld choisit de faire de révéler son identité, que ça réveille d'abord chez elle des souvenirs, de la colère, peut-être des angoisses, et qu'elle va déposer plainte, et que c'est dans la foulée de cette plainte, effectivement, que la justice ouvre une enquête. Le parquet de Versailles, on sait, a priori, vous l'avez dit, que ça ne pourra pas aboutir dans cette affaire-là à une condamnation puisque les faits sont prescrits. On parle de violence physique, psychologique, le délai de prescription est de 6 ans. Mais l'ouverture de cette enquête
Là, effectivement, là où Jean Imbert n'avait absolument rien fait, il n'avait pas bougé au moment, dans la foulée de la publication de l'article. On avait vu une légère mise en retrait des réseaux. Lui qui publie assez activement ne publiait pratiquement rien, mais c'est à peu près tout ce qui s'était passé. Il avait continué de travailler. Là, l'ouverture de cette enquête l'amène. Alors, on ne sait pas est-ce que c'est en concertation avec les propriétaires des nombreux restaurants dont il est le chef. Est-ce que c'est vraiment une décision qu'il prend tout seul? En tout cas, il annonce qu'il se met en retrait. Comment vous la lisez, vous l'analysez, vous, cette mise en retrait d'Elphine Meillet? Est-ce que vous considérez que c'est une bonne chose dans un contexte comme celui-ci, quand une personne qui est connue est mise en cause pour ce type de fait? Je considère que c'est un choix personnel et qu'on doit fonctionner au cas par cas. Qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de système à mettre en place dans ces situations. Alors, en l'espèce, je ne connais pas précisément le dossier, mais il a décidé de lui-même de se mettre en retrait. Il y a d'autres situations où le droit du travail permet à l'employeur de faire une mise à pied conservatoire, d'ordonner la mise en retrait de la personne qui est mise en cause dans la crainte d'influencer l'aspect réputationnel contre l'entreprise. Donc là, on est dans cette situation où il fait son choix, où il l'annonce de lui-même sur les réseaux sociaux. Je pense que la pression doit être très lourde, très forte. Néanmoins, ses avocates ont pris la parole. Ils contestent, il y a un communiqué de presse, il va y avoir une enquête, il va être entendu. La difficulté, c'est que les enquêtes sont très longue. Nécessairement, celle-ci va aboutir à un classement sans suite. Et néanmoins, la situation de Jean Imbert reste très difficile aujourd'hui. Mais du coup, quand vous rappelez que les enquêtes sont très longues, ça interroge aussi sur le temps de la mise en retrait, finalement. Il décide, lui, d'annoncer sa mise en retrait là. La question, c'est combien de temps il va se mettre en retrait? Est-ce que ça va durer jusqu'à la fin de l'enquête ou pas? C'est vrai que c'est une question qui peut interroger Noémie. Cette enquête-là, je ne suis pas sûre qu'elle dure extrêmement longtemps. Enfin, on ne sait pas, mais... Ça peut durer un an et demi. Oui, plusieurs mois, absolument. Mais surtout, c'est... On peut compter en années. Ou plusieurs années. Oui, c'est déjà produit. Voilà, mais c'est surtout, est-ce qu'il ne va pas y avoir d'autres ouvertures d'enquête? Parce que dans ces affaires, et vous l'avez rappelé, souvent, quand une femme se décide à porter cette parole, et on pense à Florence Porcel dans l'affaire PPDA, qui est la première femme à publiquement pointer du doigt le comportement de l'ancien présentateur de TF1, vous avez ensuite, dans le cadre de l'affaire PPDA, des dizaines de femmes qui se sont manifestées. Donc là, Lila Salet décide de déposer plainte. Est-ce que d'autres... alors, on ne parle pas de victime, on va parler de plaignante. Vous savez, on est victime que quand la justice vous a reconnu comme telle. Avant cela, on est au stade où on dépose plainte et donc on est plaignante. Est-ce que d'autres plaignantes vont se manifester? Et à ce moment-là, effectivement, combien de temps ça dure et où est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on s'arrête avec ce classement sans suite-là? Mais si une autre enquête a été ouverte à ce moment-là, et donc ça pose la question de Jean Imbert va-t-il pouvoir retravailler, en tout cas, à quelle échéance? Alors là, tout à l'heure, vous parliez de mécanique. C'est effectivement, là, vous êtes exactement coordonnés. Il y a une mécanique de dénonciation qui se met en place et dans les médias, puisque j'en ai vu et écouté certaines qui sont passées sur différentes radios ou médias comme celui-ci. Et s'ensuit éventuellement, malheureusement pour Jean Imbert, l'ouverture d'une information judiciaire ou d'une enquête préliminaire dont les faits ne seraient pas prescrits. Néanmoins, ça lui permettrait une chose, c'est d'avoir un procès. Parce que la difficulté dans ces affaires prescrites, c'est qu'il n'y a jamais de procès. Donc, la décision judiciaire de l'enquête préliminaire sur des faits prescrits, elle aboutit à quelque chose qui ne satisfait finalement personne. Et ça ne permet pas aux mises en cause d'être innocentés ou d'avoir une décision judiciaire qui le condamne définitivement, où la justice est passée, où enfin on a une décision qui a un poids vis-à-vis de la société. La difficulté, elle est là. Donc, si jamais il y a une enquête préliminaire qui est ouverte ou une information judiciaire qui est ouverte sur des faits non prescrits, ça permettra à Jean Imbert de se défendre, ce qu'il ne peut pas faire aujourd'hui. Fatima Zahra-Benoba. Oui, effectivement, l'un des objectifs de l'enquête, c'est de voir s'il n'y a pas des affaires plus récentes qui ne tombent pas sous le coup de la prescription. Mais vous avez raison, aujourd'hui, on peut le dire, PPDA est un homme innocent. Il y a plein de femmes, il y a une éventualité que plein de femmes soient d'affreuses mythomanes. Nicolas Hulot n'a jamais été condamné. DSK, finalement, vu comment ça s'était passé aux États-Unis, n'a jamais été condamné. Tous ces hommes sont absolument innocents devant la loi. C'est par ailleurs, par rapport à ce genre de situation, parfois que je trouve un peu orwellienne, que nous, on dit qu'on croit
les victimes, même si elles ne sont pas victimes. Et donc, je peux vous assurer que de leur côté aussi, c'est assez infernal. Mais quand je parle de mécanique, il y en a plusieurs et qui montrent bien tous les a priori qu'il y a autour de la question des violences. Typiquement, il y a une plaignante qui dit que Jean Imbert lui aurait... plusieurs plaignantes qui disent que Jean Imbert leur aurait envoyé des SMS très récemment pour essayer d'obtenir une réponse positive qui, selon lui, discréditerait cette affaire. C'est-à-dire, en gros, il lui envoie un SMS sympa, elle répond avec un SMS sympa, puis il dit à la justice, comment voulez-vous que je l'ai maltraité, qu'elle m'envoie un SMS sympa. Et ça, c'est vraiment typiquement l'un des a priori les plus horribles sur les violences. Je peux vous dire, par exemple, pour avoir, par exemple, subi un viol, que des mois après cela, parce que c'était quelqu'un qui était dans mon cercle personnel, je continuais à lui envoyer des SMS sympas. C'est le temps de la réparation, c'est le fait qu'on est dans une situation tellement incongrue, d'être face à des violences, face à quelqu'un qu'on a aimé, par exemple, la mécanique, pour parler de mécanique, c'est de continuer à avoir des rapports qui miment quelque chose de normal, alors que quelque chose d'anormal et violent s'est passé. Donc cette recherche de drôles, finalement, de preuves qui n'en sont pas, ça fait aussi partie des mécaniques. Donc les mécaniques, ce n'est pas que quelque chose qui sort mais là, on est dans la caricature de la défense. On est dans la caricature. Ah non, on c'est parle la pas d'un réalité. SMS sympa. Plein de femmes qui m'écoutent le savent. Là, on parle d'agression sexuelle. On parle d'agression, de violence. C'est pas un SMS sympa qui va disculper qui que ce soit. Et c'est pas comme ça qu'on se défend. On se défend avec des preuves qui démontrent que l'on n'a pas commis de violence. Et ça s'arrête là. Vous avez fait un amalgame que je reproche au mouvement MeToo, qui est de mettre dans le même sac DSK et PPDA. PPDA, à ce jour, n'a toujours pas été jugé, et que ces femmes soient mythomanes ou non, on n'en est pas là aujourd'hui. Il sera un jour jugé avec des circonstances particulières, des preuves qui seront établies ou pas. Et ce ne sera pas la question de la mythomanie. Là, concernant DSK, il a été jugé. Il a été jugé aux États-Unis, reconnu comme coupable. Et c'est la justice américaine qui a... Il n'a pas du tout été reconnu coupable pour les faits de viol. Non, mais finalement, ça a été arrangé. Sans rentrer dans l'aspect technique de la situation, DSK a reconnu sa culpabilité. PPDA est dans une autre situation. Il aura un procès un jour. Ce n'est pas du tout les mêmes cas de figure. Mais mesdames, c'est pas censé être des cas identiques pour qu'il y ait un amalgame. Ce n'est pas du tout des cas identiques. Mais la difficulté, là aussi, je pense, et dites-moi si je me trompe, c'est qu'il y a à la fois le côté judiciaire, évidemment, avec toutes les règles et toutes les lois qui sont établies, et le côté médiatique. On sait l'importance pour les plaignantes, les victimes présumées de violences sexuelles ou sexistes, de pouvoir parler. Et parfois, ça passe d'abord par les médias avant de réussir à aller en justice, on le disait à l'instant. Néanmoins, le fait d'avoir une parole publique, est-ce que ça ne brouille pas un petit peu les situations, à la fois pour les plaignantes, mais aussi pour les mises en cause, dans le sens où c'est parole contre parole, et parfois il n'y a pas de procès, effectivement, Fatima Ezara Ben Omar. Est-ce que ça a aussi un aspect parfois un petit peu négatif, la médiatisation, notamment de personnes connues ? En fait, on a traversé plusieurs époques. Moi, je suis militante féministe et je suis des victimes depuis 2009. Donc, moi, j'ai connu une période très pré-MeToo, finalement, où la prise en charge, même médiatique, des plaignantes était horrible, catastrophique. Et donc, on a changé d'époque, c'est-à-dire que maintenant, déjà, leur voix, elle pèse. Si on était dans un système judiciaire qui n'aboutissait pas au fait que en cas de plainte seulement, si je prends que ça, il n'y ait que 10% par exemple des agresseurs qui soient condamnés. Évidemment que je serais dans un... on serait... Mais il y a des questions de preuves aussi. Est-ce qu'il y a des fois où il n'y a pas suffisamment de preuves ? C'est peut-être ça. Il y a des cas, en tout cas, il y a des cas que j'ai accompagnés, il n'y avait pas assez d'enquêtes. Les enquêtes étaient abandonnées. Il y a un précédent. Si on parle des affaires... Si vous parlez tout en même temps, on ne va pas vous entendre. Noémie et ensuite Delphine Meillet. Si on parle des affaires médiatiques et des personnes qui sont mises en cause et qui, du coup, il y a une affaire récente, c'est le comédien Harry Habitant qui a été mis en cause, il a été inquiété par la justice, mis en examen et on a conclu un non-lieu. Donc, Harry Habitant a été blanchi par la justice. Or, effectivement, pendant des mois, il est apparu comme quelqu'un qui avait commis des violences sexuelles graves et effectivement, on ne l'a plus vu, il n'a plus tourné, il n'a plus... Et là, effectivement, on peut s'interroger sur les conséquences de cette mise en cause, avec au final la justice qui dit, en tout cas
on n'a pas pu établir qu'il était l'auteur des faits tels qu'ils avaient été décrits par la plaignante. Mais c'était dans l'affaire d'Harry Habitant, on est sur effectivement le témoignage d'une femme et les déclarations d'une femme. Il y a d'autres affaires, et c'est le cas pour Jean Imbert dans le cas d'espèce, c'est la multiplication des témoignages. Et là, on est déjà à 4 témoignages de femmes, alors recueillis certes par des journalistes, mais les enquêteurs maintenant vont prendre le relais. Des témoignages avec des descriptions des faits assez circonstanciés, et c'est sans doute aussi face à la multiplicité de ces témoignages qu'il y a cette mise en retrait. Sans doute, s'il avait été mis en cause peut-être par une seule personne, ça ne peut pas le savoir, peut-être passé différemment. Ce serait à lui de répondre. Delphine Meillet. Oui, non, la difficulté, c'est que j'entends ce que vous dites. Harry Habitant a été mis hors de cause et aujourd'hui, heureusement, il revient sur le devant de la scène. Il y en a d'autres. Ibrahim Mahalouf, qui a été condamné devant le tribunal correctionnel, relaxé en appel, aujourd'hui a le succès qu'il mérite. Il y en a d'autres, encore un autre que j'ai en tête, Frédéric Becbédé, qui avait été mis en cause et qui a été... il y a eu un non-lieu. Il est plus du tout concerné par le sujet et il publie des livres. Et encore une fois, je m'en réjouis. Donc, les situations sont à considérer au cas par cas. Et je peux souhaiter à Jean Imbert qu'il y ait un procès pour qu'il puisse se laver de tout soupçon. Ou alors... Ou être condamné, de manière juste. Et que ce ne soit pas la justice médiatique qui lui impute, et le tribunal de l'opinion, qui lui impute une condamnation dont il ne pourra pas se détacher. Vous considérez aujourd'hui que le tribunal de l'opinion, le tribunal médiatique, prend le pas trop souvent sur le tribunal, sur la sanction judiciaire au tribunal judiciaire ? C'est 2 choses très différentes. Vous, journalistes, vous menez des investigations qui parfois sont très bien menées, mais avec une différence, de nombreuses différences vis-à-vis par rapport à la justice, c'est qu'il y a rarement du contradictoire, que c'est... Il y a rarement du contradictoire, qu'il n'y a pas de règles de procédure. Rien ne remplace une décision de justice qui est soumise à des règles très particulières, qui est soumise à des auditions de témoins, soumise à des expertises. Mais après, le but des médias, pardonnez-moi, c'est pas de se soustraire, c'est pas de se prendre la place à la justice. Mais néanmoins, aujourd'hui, c'est dans cela que nous allons. Fatima, si je puis me permettre, tout à l'heure, vous sembliez irrité que je mette en cause l'institution judiciaire. Ce n'est pas moi. En 2019, il y a un rapport de l'inspection générale de la justice, d'ailleurs suite à des enquêtes de vos confrères du Monde, qui ont fait des investigations en respectant par ailleurs le contradictoire, et l'inspection générale de la justice, et même à l'époque la ministre de la Justice, avait reconnu qu'il y avait de graves dysfonctionnements dans la prise au sérieux, la prise en charge de la question des violences conjugales. C'est pas moi qui le dis. Donc, on ne peut pas juste dire que vous êtes absolument irrité qu'on vienne insulter l'institution parfaite de la justice. Aujourd'hui, il y a un problème de justice patriarcale. Je ne dis pas que la justice... C'est normal que les féministes, même si cela vous dérange, mettent ça au centre du débat, parce que nous, ce qu'on vit dans notre chair et de l'autre côté de la chaîne, ce sont des milliers de femmes qui n'obtiennent jamais justice et qui, surtout, dès qu'on se penche sur les dossiers... Moi, j'accompagne depuis le début, depuis la première partie du commissariat. Moi, je respecte votre travail, mais écoutez aussi, nous, notre bout de la lorgnette, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la marge de manœuvre pour qu'il y ait des enquêtes beaucoup plus qualitatives, et je pense que ça se fait aussi sous la pression du débat public, et le débat public dans une démocratie est l'un des piliers. Il ne peut pas y avoir que la justice, il ne peut pas y avoir que les médias, c'est toute la société civile qui met au centre de la table des choses qui ont été mises sous le tapis pendant des siècles, parce qu'on est issu d'une société patriarcale. Il n'est pas question de supprimer le débat, pas du tout. Il est juste question de mener une enquête juste. Et la justice est faite pour ça. Vous, les journalistes, vous menez des enquêtes qui sont différentes par nature. Mais le contradictoire, quand même, on pose toujours... Pas toujours. Ou alors, on vous appelle 5 minutes avant de publier. En tout cas, quand Mediapart publie une enquête, quand le magazine Elle... on envoie des sollicitations et ce qui permet normalement à la personne mise en cause, et je crois que ça a été le cas pour Jean Imbert dans le cadre de l'article du L, de répondre point par point. Et d'ailleurs, il avait pu s'expliquer sur effectivement le fameux coup de tête qui aurait été mis alors on ne savait pas à l'époque que c'était Alexandra Rosenfeld, et il reconnaissait un geste qui lui avait échappé dans le cadre de violences réciproques. Donc il avait pu répondre quand même à différents points, avec effectivement cette difficulté qui était que certains témoignages sont anonymes, et qu'effectivement, le gros de l'article était bien sûr la parole de ces plaignantes. Ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que les avocats, ils ne sont pas là pour faire barrage, obstruction aux paroles des avocats de la défense, que je suis souvent, obstruction aux paroles des femmes. Pas du tout.
des femmes qui s'estiment plaignantes d'un homme sur ce terrain des agressions sexuelles. Pas du tout. On est là pour faire émerger les éléments du dossier et de les traiter de la manière la plus juste. Et la parole des avocats de la défense, elle est fondamentale. Nous sommes des militants de la justice, nous sommes des militants de la défense, nous sommes des militants de la présomption d'innocence. Imaginez un monde sans présomption d'innocence. Imaginez un monde sans présomption d'innocence. Maintenant, je vous accuse d'agression sexuelle et c'est considéré comme une vérité absolue. Ce n'est pas la dystopie aujourd'hui, ça se saurait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut garder en tête le poids fondamental de cette valeur cardinale de la présomption d'innocence qui s'applique à tout un chacun, qui est un droit naturel. Parce que souvent on parle de la perte d'opportunité des accusés, je peux vous assurer, j'étais encore récemment avec les plaignantes dans l'affaire PPDA, qu'elles, on commente beaucoup moins leur perte d'opportunité, parce que ce sont souvent des femmes aussi qui avaient des carrières, d'actrices ou bien de journalistes et tout, et qui elles aussi voient leur... J'ai interviewé récemment Florence Porcel dans mon podcast, et elle me racontait comment, du moment qu'elle a été décrite comme une menteuse dans tous les médias pendant des années, et comme elle est à la base, c'est une journaliste scientifique, elle n'est plus invitée nulle part parce que quand on est scientifique, la question de la neutralité et de l'objectivité est importante. Donc parlons aussi parfois de toute la vie détruite aussi de ces femmes quand elles médiatisent leurs affaires. Croyez pas que pour elles s'en sortent. Pas toutes, et j'en connais une assez bien. Très rapidement parce que ça se termine. Allez-y. Pas toutes. Écoutez la parole de Samantha Geimer, qui est la victime, la seule et unique, dont on peut parler concernant Roman Polanski. Elle dit... On a médiatisé ce dossier. Je n'ai pas fait en sorte de le médiatiser et j'en souffre aujourd'hui. Je ne demande qu'une chose, c'est qu'on cesse de parler de moi. Donc ça dépend des circonstances. Mais la source à la base, c'est un homme de 43 ans qui isole une gamine de 13 ans dans un château. Je ne vous parle pas de ça, je vous parle de cette femme. On n'inverse pas les faits. Non, je vous parle de cette femme qui ne demande qu'une chose, que la médiatisation s'arrête. Merci les beaucoup, plaignantes font ça, on mesdames. n'est pas sorti de l'auberge. Merci, mesdames, d'avoir participé à ce débat. Il est important, effectivement, de pouvoir reposer les choses et d'entendre toutes les voix. Merci d'avoir été avec nous dans le 11-13 de France Info. Dans un instant, on va parler de toute autre chose. Taxer les plus riches pour diminuer la dette, une solution de justice sociale prônée à gauche, agitée par le Premier ministre et rejetée par les grands patrons. Débat à 11h30, donc ce sera juste après l'essentiel de l'actualité avec Valentine Desjeunes.